Salut Joseph, Salut Simon. comment tu vas? Très bien et toi? Je suis très très content de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on doit faire ce podcast. J'avais eu la chance de venir dans ton podcast qui s'appelle, rappelle-le-moi, Loyalty Talks. Loyalty Talks. Donc n'hésitez pas à aller aussi écouter le podcast de Loyalty, ce qui est vraiment hyper cool aussi. Enfin hyper cool aussi, je dis ça comme si nous c'était Depuis que hyper Simon cool, est voilà. passé, il est vachement plus cool en tout cas. Ouais, j'espère. On a vu les followers qui ont suivi. On est aujourd'hui, donc on va parler évidemment de loyalty, de fidélité, de pas mal de choses autour du e-commerce. Vous voyez, on a chacun nos PC, on a préparé l'interview. Alors évidemment, aussi Joseph a son PC parce que il y a certaines questions un peu plus précises que je lui ai demandé de préparer, donc il aura des petites notes, mais voilà. Ce sera quand même un échange évidemment naturel. Tout n'est pas forcément préparé, mais voilà. On va parler de plusieurs choses. Donc on va parler évidemment de e-commerce au global, de comment on peut améliorer la fidélité des clients, la rétention des clients sur les sites. On aura des sujets spécifiques à voir ensemble sur la rentabilité d'un système de fidélité, puisque tu me disais que c'était une question qu'on te posait hyper souvent, et donc c'est hyper intéressant d'en parler. On en parlera évidemment en détail. Vous êtes compatible avec plein d'autres solutions et tout, donc on va sans doute déborder un peu de la partie fidélité pure pour parler un peu de Klaviyo, de WhatsApp, de ce genre de trucs, ça va être cool. On va faire un gros focus sur la rétention client à un moment donné, et on va parler en fin de podcast un peu plus de l'entrepreneuriat, de Loyalty, comment vous avez lancé ça, etc. C'est toujours hyper intéressant, je trouve. Et on finira par des questions un peu plus génériques, assez sympas. Très rapidement, je vais faire une petite introduction de Loyalty, après t'expliqueras ce que c'est, mais Loyalty, ça a démarré par être Wink en 2021. Exact. Je m'en souviens très bien, on pourra peut-être donner quelques anecdotes là-dessus. Et vous êtes disponible, donc c'est un système de gestion de fidélité client sur e-commerce, et peut-être pas que e-commerce d'ailleurs, peut-être, je sais pas, je dis des bêtises. E-commerce et aussi point de vente physique, ouais. Oui, voilà, tout à fait. Mais commerce en général, quoi. Ouais. Et vous êtes dispo sur PrestaShop et Shopify notamment. Vous travaillez avec Kookai, Label Boucle, Epicure, Delab et Inbag, et plein d'autres marques que tu pourras citer au fur et à mesure du podcast, bien évidemment. Est-ce que, pour démarrer ce podcast, tu peux te présenter? Qui es-tu, Joseph? Qui je suis? Écoute, c'est assez simple. Donc, je m'appelle Joseph Aubry, je viens d'avoir 29 ans. Joyeux anniversaire. Pardon? Tu viens de les avoir? Oui, exactement. C'est ton anniversaire? C'est ça, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Vous Et pouvez me le souhaiter encore toute l'année si vous avez envie. Et écoute, et donc tout simplement, on a créé Loyalty, donc avec Thomas qui était mon coloc à l'époque. On aura peut-être le temps d'en reparler, mais c'était assez sympathique le début d'aventure. Donc à la base plutôt Wink, comme tu l'évoquais sur la partie programme ambassadeur. Allez, je vais expliquer un petit peu l'histoire, mais donc pour ceux qui ne la connaissent pas encore, tout a démarré un petit peu en Australie, où je suis parti donc, pour faire une année de césure. Et en fait, je travaillais dans des restos pour apprendre l'anglais. Et j'ai remarqué que de mon côté, en tant que consommateur, j'utilisais beaucoup Instagram et Google Reviews pour trouver des endroits où aller. Ouais. Et dans mon expérience de serveur dans les restos, je voyais qu'il y avait plein de gens qui postaient sur Insta, qui mettaient des avis sur Google. Donc je me suis dit un petit peu naïvement, ce serait trop cool en fait de récompenser ceux qui postent pour les faire revenir avec des avantages. Par exemple, tu fais une story, tu as un verre de vin offert. Donc ça te fait revenir et en plus ça crée du bouche-oreille, de la preuve sociale. Donc c'était un petit peu ça le point de départ. Et puis donc avec Thomas, on a décidé quand je suis rentré en France de se mettre en coloc déjà et puis ensuite d'arrêter nos études quelques mois après le début de la coloc pour se lancer dans l'aventure. On a été rejoint par Thierry. Ouais. On a rejoint les programmes d'incubation de Audencia. Donc on a fait avec Thomas en même temps que le programme du Palace à Nantes. Et ensuite on a rejoint Station F, oui, je m'en souviens au programme HEC où donc tu es passé nous voir une ou deux fois je crois. Et à ce moment-là on s'est associé avec Thierry et donc finalement à la fin de cette année très cool. On a pivoté et donc c'est pour ça qu'on a rebrandé, donc ça c'était il y a à peu près 2 ans pour vraiment s'appeler Loyalty. Et donc en fait on est passé un peu d'une logique de programme ambassadeur à une logique vraiment autour de la fidélisation au sens large qui inclut aussi une partie transactionnelle, c'est-à-dire valoriser les achats, la fréquence des achats, le montant des achats, pour les combiner en fait avec cette logique de preuve sociale et pour créer en fait une approche qui est aujourd'hui unique, qui est donc cette solution de fidélisation et d'engagement qui te permet de valoriser plus de 40 mécaniques, que ce soit les achats, les stories, les avis, l'UGC, l'engagement, compléter des typeforms, télécharger des apps, donc il y a plein de possibilités. Voilà, et puis donc aujourd'hui on accompagne un peu plus de 350 marques comme celle que tu as citée.
Il y a aussi Serge Blanco, il y a aussi Venom, qu'on est très fiers d'accompagner, Project X Paris aussi. Donc franchement, on a vraiment de la chance de collaborer avec des marques comme ça. On est 20 dans la boîte, entre du coup Nantes, dont on est originaire, et puis Paris, avec qui on vit, donc sur laquelle on vit avec Thomas et une bonne partie de l'équipe. Exactement, à côté de Bastille. C'est ça. Écoute, très cool. Très rapidement, en 10 mots, pour donner un peu envie aux gens de suivre après le reste du podcast, un système de fidélité bien installé sur un site de e-commerce qui tourne très bien. Qu'est-ce que ça peut représenter en gain à court, moyen, peut-être long terme aussi, en termes de gains, en étant très honnête. Me dis pas plus 70%. Non, franchement, ça va déjà énormément dépendre de la marge brute de la marque. Ouais. Ensuite, ça va beaucoup dépendre du volume aussi et de son taux de clients récurrents. Donc ça, c'est les premiers paramètres plutôt sur les metrics. Le business model de la marque, bien évidemment, ça c'est encore des prérequis. Il faut avoir une large gamme de produits qualitatifs avec potentiellement des produits qui ne sont pas hyper chers, du consommable qu'on va racheter souvent. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Après, tu as des facteurs aussi techniques, comme par exemple l'intégration avec ton parcours client. Est-ce que tu es présent sur le checkout? Est-ce que tu es présent sur les fiches produits? Est-ce que tu es présent sur la thank you page? Est-ce que tu as une landing page dédiée? Est-ce que tu es dans le compte client? Tout ça, évidemment, c'est un gros impact. Tu veux pas me répondre en 10 mots, du coup, j'ai l'impression. Ah non, désolé, ouais. Je te fais 10 phrases, du coup. Mais tout ça pour dire que, déjà, premièrement, il y a plein de facteurs qui vont faire beaucoup varier le programme. Et donc, maintenant qu'on a dit ça, en fonction des différents facteurs, ce que tu peux espérer sur de la fidélité, c'est globalement entre 5% de contribution à ton chiffre d'affaires à 20%. Ok, très cool. Voilà. Voilà. Très bien, très clair. On va rentrer un peu plus dans le détail maintenant, on va parler de e-commerce. Donc, on a parlé des marques avec lesquelles vous bossez. Est-ce que, on va rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que le referral, donc ce qu'on appelle le parrainage en français, c'est quoi la part qu'on peut attendre de ça dans un e-commerce? Puisque, pourquoi je te pose cette question-là, c'est que nous, en tant qu'agence e-commerce, on nous pose très souvent la question, est-ce que vous avez un système de fidélité qui est bien, etc. On veut sinon que cette partie referral. Donc c'est-à-dire que c'est d'abord le truc numéro 1 qu'on nous demande. Ouais. Quels sont les résultats qu'on peut attendre de ce referral et quel poids ça a dans tout ce système de fidélité? Ouais. Donc ça va aussi dépendre d'autres facteurs. Bien évidemment, tu as les canaux d'acquisition, tu vas avoir l'intensité publicitaire, etc. Mais globalement, ce que vous pouvez espérer sur un programme de parrainage, c'est que à peu près minimum 1% de vos nouveaux clients soient issus du parrainage, jusqu'à 5-6% pour vraiment des cas super performants. Ouais. Exactement. Je trouve ça hyper intéressant de donner ces stats-là parce que franchement, on n'en a aucune idée. Et c'est intéressant de se dire qu'en fait, peut-être on peut se dire je vais faire plus 30%. Et de ce que tu dis, c'est que ça paraît quand même assez compliqué d'avoir 30% de nouveaux clients qui viennent via du parrainage. Et que si vous avez 5 à 6, mais sachant que si vous faites 10 millions de chiffre d'affaires, si vous êtes 5% de plus, ça fait 500 000 en plus, quoi. Enfin, en admettant que les 10 millions sont avec de nouveaux clients, mais donc hyper cool. Donc, mais déjà de base, en installant quelque chose d'assez basique, tu peux espérer à minima avoir 1% d'après ce que tu dis. C'est ça, donc tu peux estimer que un de tes canaux d'acquisition, c'est maintenant le parrainage et que ça représente 1 à 5%. Mais après, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que premièrement, ceux qui sont parrainés en tant que clients, ils sont 3 à 4 fois plus fidèles que les autres clients. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ensuite, quand un de tes clients va parrainer, en fait, lui aussi, il va utiliser une récompense. Donc ça permet aussi de générer du chiffre d'affaires indirectement via le parrainage. Tout ça pour dire que c'est pas que le new business, mais c'est aussi augmenter la rétention et la LTV en fait de manière plus globale. Ouais, non mais c'est hyper intéressant en effet parce que quand tu parles du pourcentage de 1, 5 ou 6% maximum, c'est en effet sur les nouveaux clients, mais en fait ça vient aussi, on va dire, renforcer ton core business sur les mois et les années qui viennent et pas seulement juste récupérer des nouveaux clients avec du chiffre d'affaires frais, on va dire, et qui est nouveau, quoi. Donc c'est très cool. Loyoli, on l'a dit, c'est un système de fidélité en e-commerce 360 qui fait vraiment beaucoup de trucs. Si tu devais donner le top 3 des actions les plus faciles à mettre en place sur un système de fidélité, et spécifiquement Loyoli, pour très rapidement pouvoir avoir des bénéfices sans que ça te prenne énormément de temps. Ouais. Déjà, la première partie, et je pense sur laquelle on aura l'occasion de s'attarder, c'est vraiment la structuration en fait, du programme de fidélité.
Le problème, c'est que souvent, en fait, les marques ne savent pas comment le paramétrer. Ouais. L'objectif, c'est qu'il soit à la fois attractif et vraiment avantageux pour les consommateurs, mais qui reste rentable / profitable pour la marque. Donc ça, c'est le premier point, de vraiment bien structurer le programme de fidélité. Ensuite, quelque chose qui est hyper important aussi, donc ça fait écho avec ce que Loyoli propose en particulier, c'est pouvoir récompenser d'autres choses que simplement les achats. Récompenser uniquement les achats, on pourra en reparler, mais soit c'est parce que tu es une marque qui est premium, mais à part ça, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à ne pas en fait valoriser d'autres choses, c'est-à-dire des opt-in, des avis, des UGC, des stories, des posts, de la preuve sociale en fait. Aujourd'hui, quand même, la majorité des marques ont besoin de preuves sociales. Tout le monde lit les avis, tout le monde utilise les réseaux. Donc voilà, en fait, dans le programme de fidélité, ça va permettre tout simplement de gagner plus de points pour le consommateur, tout en générant, on va dire, des externalités positives et de la preuve sociale pour la marque. Et après, quand les gens gagnent des points, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les échangent. Donc du coup, on va largement augmenter en fait les performances du programme parce qu'il y a plus de mécanique, plus de touch points et donc plus d'engagement et de performance. Est-ce que tu saurais, je ne sais pas si vous avez cette statistique-là, mais parce qu'en fait, il y a des marques qui ont des programmes de fidélité et parfois, il y a des personnes qui n'en profitent pas et s'en fichent un peu. Tu vois, il y a quand même une partie des gens qui s'en fichent. Est-ce que tu saurais dire quelle est la réelle partie en pourcentage de personnes qui sont clients d'une marque qui a un système de fidélité en place et qui vraiment l'exploitent, c'est-à-dire qui, sur 100 personnes qui vont avoir des points au même niveau, disons, en schématisant, est-ce que tu sais à peu près combien vont vraiment utiliser ces points et en bénéficier ? Ouais, alors il faudrait qu'on regarde un peu plus en détail, mais par rapport à quelques marques clientes qu'on suit, ce que je vois, c'est que le taux d'utilisation des points, il va varier entre 5 à 35%. Ok, intéressant. Donc déjà, c'est-à-dire que ceux qui ont des points, il y en a à peu près en gros entre un quart et un tiers globalement qui vont les utiliser. Donc ça donne déjà un petit peu un ordre d'idée. Et après la question c'est combien de pourcentage gagnent du coup ces points-là. Donc là c'est 100% dans la majorité des cas. Et après tu as à peu près 21% des consommateurs qui vont faire d'autres actions. Donc ils vont aller un peu plus loin que juste les achats. Oui. Ils vont s'abonner au réseau, opt-in et tout ça. Donc 100% gagnent des points, 21% font des actions. Et sur du coup ces 21% là, du coup, il y en a à peu près 35% qui vraiment utilisent leurs points. Ok, hyper intéressant. Dans tout ce système de fidélité, il y a un truc qui est intéressant dont on nous parle aussi assez souvent. C'est ce qu'on appelle, tu vas peut-être me dire si je dis des bêtises, mais en gros, les tiers de statut. En gros, si tu passes un certain nombre d'achats, peut-être en euros, tu nous expliqueras peut-être aussi comment ça peut se faire, mais tu rentres dans une catégorie plus. Si tu dépenses tant, tu arrives dans une catégorie premium. Si tu dépasses, tu arrives dans une catégorie VIP, par exemple. Ouais. Question un peu générale, mais d'avoir ton ressenti là-dessus. Est-ce que déjà c'est un truc qui marche où t'as juste pas besoin de le faire et tu fais juste t'achètes, t'as des points et puis tu te débrouilles, t'achètes des trucs, ou est-ce que vraiment créer des statuts c'est un vrai impact supplémentaire alors qu'in fine c'est juste que tu viens créer des catégories mais ça change pas forcément beaucoup plus en termes d'achat, etc. Quel est ton point de vue là-dessus et ton analyse ? Ouais, en fait les paliers VIP ça a quand même beaucoup de bénéfices. Déjà, le premier, c'est que en fait, ça va créer déjà le sentiment d'appartenir à une communauté, un sentiment de reconnaissance, le sentiment d'être valorisé à sa juste valeur. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est des thématiques sur lesquelles notamment les nouvelles générations sont très sensibles. C'est un bon moyen de se différencier. Je te coupe, mais vous le voyez statistiquement que c'est les jeunes qui sont plus chauds pour avoir des tiers comme ça Alors, c'est pas forcément sur les tiers, mais sur ces facteurs-là, tu vois, vraiment de besoin de reconnaissance et tout ça. Par exemple, la Gen Z, c'est un des gros points, tu vois, qui est important pour eux, le fait de te sentir reconnu, que t'aies pas juste un numéro ou un email dans la liste d'emails, mais que voilà, donc cet aspect un peu expérience personnalisée, le fait que voilà, on s'adresse vraiment à toi et rien qu'à toi. Mais en même temps de faire partie de quelque chose de plus grand, ça c'est des facteurs vraiment qui permettent de créer un lien émotionnel en fait entre les marques et leurs clients. Et donc qui dit lien émotionnel dit fidélité induite. Donc ça c'est le premier point.
sur la partie un peu plus, on va dire, philosophique, valeur perçue des paliers VIP. Et après, donc la partie plutôt très concrète et le but quand même à la fin de la journée des paliers VIP pour les marchands, c'est qu'en fait tu vas, on va dire, segmenter donc tes clients, en fait, quand c'est bien fait, en fonction de corps de réachat. Donc l'objectif, c'est que tu vas, donc je pourrais en parler plus tard, mais vraiment segmenter tes clients et regarder, ok, donc ceux qui font un achat en général, c'est quoi la LTV minimale de cette cohorte-là. Ok, donc ça, c'est mon premier palier VIP. Ensuite, l'objectif, c'est que cette personne passe une deuxième commande, du coup. Donc, du coup, dès qu'elle rentre dans le palier VIP, ah super, t'es dans le palier VIP parce que t'as passé une commande ou t'as dépensé X, bienvenue, tout ça. Du coup, bah tiens, t'as les frais de livraison offerts sur ta prochaine commande. On sait que les frais de livraison, aujourd'hui, c'est un des freins à l'achat le plus fort. Ouais. Donc, du coup, les offrir mécaniquement, bah, ça facilite le passage d'une deuxième commande. Et ainsi de suite. Donc l'objectif, c'est qu'à la fin, les paliers les plus élevés, donc qui représentent un tout petit pourcentage de tes vraiment top clients, bah eux, en fait, tu vois, les codes promo et tout ça, c'est sympa. Mais eux, ils vont être encore plus sensibles à vraiment des choses qui relèvent de l'expérientiel. Donc, tu vois, des événements exclusifs, accès en avant-première à des collections qui sont pas encore sorties, des drops, des partenariats avec d'autres marques, tester des nouveaux produits. Des visites en usine aussi, il y a ce genre de choses. C'est-à-dire, par exemple, une marque de vêtements, ils peuvent venir voir les ateliers, par exemple, de confection, ce genre de trucs. Exactement, c'est super cool, franchement. Donc voilà, en fonction du coup de la typologie du client à qui on s'adresse, d'un côté, on va lui fournir des récompenses qui sont en adéquation avec ses besoins, du coup. Et puis les nôtres aussi. Donc on va vraiment faciliter le passage d'un palier à l'autre. Et après, une fois que tu es rentré dans le jeu, en fait, tu vois en tant que consommateur la next step pour toi. Et puis, le dernier point, je dirais, c'est la capacité pour la marque en fait, de communiquer avec son client, mais pour une bonne raison, entre guillemets, avec des good news. Tu vois, c'est pas juste, au fait, tiens, on a sorti un nouveau produit, achète. Ouais. C'est, au fait, tes paliers gold, du coup, tu as accès en avant-première avec moins 20%. Donc, c'est pas du tout le même message. Et du coup, ça permet de améliorer la satisfaction client, la reconnaissance et la LTV. Je trouvais que cet aspect psychologique était hyper intéressant à comprendre aussi. C'est que quand on en a un peu discuté mardi, quand on s'est appelé pour préparer ce podcast-là, on avait un peu parlé de ça aussi. Et tu me disais, donc moi je te parlais, est-ce que les paliers, en effet, c'est efficace et tout. Et tu m'en parlais. Et dans l'incompréhension de ce que tu me disais et de ce que tu viens de nous redire ici, c'est que oui, c'est un truc qui fait que tu vas avoir des avantages en fonction des paliers concrets, de genre, en effet, tu vas accéder à des ventes privées, etc. Mais il y avait aussi ce biais psychologique qui était quand même très fort de se dire, je suis dans tel palier, j'ai une importance aux yeux de la marque, et vraiment, c'est ressenti comme tel, quoi. Ouais. Et je trouvais ça hyper cool de se le dire. Maintenant que tu le dis et qu'on se l'explique, ça paraît un peu évident, mais c'est vrai que je l'avais pas forcément matérialisé comme ça, tu vois, dans mon esprit, donc c'est très cool. Il y avait aussi un truc, pour rebondir là-dessus, où tu me parlais aussi que c'était quand même intéressant de créer des tiers pour pouvoir peut-être un peu des fois les faire évoluer pour voir lesquels étaient les plus rentables que d'autres. Ouais. Et pouvoir peut-être moduler justement les avantages de chacun pour que tu restes rentable et que en fait ta répartition des tiers soit rentabilisée au maximum. Donc ça, je trouvais ça cool. Ça t'évite d'avoir un truc généralisé où tout le monde a les mêmes avantages plus ou moins, et où tu te dis ah merde, en fait j'ai mal calculé mon coût, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Bah ouais, c'est vrai que là-dessus il y a vraiment tout un gros travail qui est vraiment important à faire en début de collaboration. Tu vois, il y a plein de marques qui tu vois, passent par des solutions où elles sont pas forcément très bien accompagnées, et en fait elles vont regarder le site de leurs concurrents, dire ok, lui il fait à peu près 50 € le premier palier, 100 € le deuxième palier. Ouais, mais en fait, t'as pas la même marge, t'as pas le même AOV, donc c'est pas du tout adapté en fait au comportement d'achat de tes clients. Ouais. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que vraiment on exporte leurs données sur 1 an avec les clients qui ont plus d'1 an d'ancienneté, et du coup on va regarder sur cet échantillon-là quelles sont les différentes cohortes de réachat. De là, on applique un benchmark sur tes paliers gold, donc les meilleurs, ça doit représenter à peu près 5 à 10% de ton top revenu. Et donc, du coup, tu sais combien il y a de personnes dedans, dans chaque palier. Et tu connais aussi la LTV minimale de chaque palier. Donc ça, c'est vraiment le seuil d'entrée. Et du coup, comme tu sais combien il y a de personnes dedans, quels sont leurs paniers moyens, tu peux estimer, du coup, en fonction de taux d'engagement qu'on observe chez nous, en gros, combien de récompenses vont être redeem, combien de récompenses vont être utilisées, quelle est, du coup, en fonction
de ce panier moyen de Quand tu dis redeem, juste pour expliquer aux gens, c'est quand tu fais un coupon. Hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, quand tu vas débloquer en fait une récompense. Ouais. Donc tu sais combien de personnes vont vraiment utiliser ces récompenses-là. Tu sais combien te coûtent les récompenses que tu as mis dans chaque palier, combien ça te rapporte. Donc du coup, pour chaque palier, tu es capable de savoir quel est le chiffre d'affaires généré, le coût des récompenses, et du coup, tu enlèves, une fois que tu as pris en compte ta marge brute, le coût des récompenses pour arriver sur un profit net. Ouais. Et du coup, ce qu'on observe souvent, c'est que tu as des paliers en fait, qui sont déficitaires et des paliers qui sont profitables. Donc généralement, le dernier palier, c'est déficitaire. Pourquoi ? Parce que, en tout cas, sur le papier, quand tu offres une expérience ou quand tu aides quelqu'un à un événement, elle ne va pas dépenser tout de suite. Ouais. Donc, dans ce cadre-là, ce n'est pas comptabilisé, même si bien sûr, à plus long terme, elle est plus satisfaite, etc. Donc, elle va racheter plus. Mais voilà, tu vas voir que, ok, en fait, je suis capable d'être assez généreux sur tel palier parce que les autres sont profitables. Et donc, en fait, si je fais la somme de tout, ouais, je suis déficitaire sur le dernier palier parce que j'offre que des récompenses ou des produits, mais sur les autres, ça vraiment améliore le réachat et le panier moyen. Donc, somme toute, je suis profitable. Mais c'est vraiment important de faire ça bien pour savoir déjà, pour ceux qui ont des directions financières, combien vous devez provisionner dans vos récompenses, parce que du coup, il faut faire des provisions. Et puis aussi pour améliorer le cycle de réachat de vos clients, que ça tombe au bon moment, que ce soit les bons seuils d'entrée, les bonnes récompenses aussi. Donc ça fait vraiment toutes les différences. Ouais. L'année dernière, on a eu la chance de commencer à travailler avec pas mal de marques premium, voire luxe, sur certaines tangentes. Comme on les accompagne et qu'on les conseille sur des solutions peut-être nouvelles à mettre en place sur leur site pour améliorer justement la performance du site, la conversion, ce genre de choses. Évidemment, le programme de fidélité et notamment le Yoli, c'est quelque chose qu'on évoque de temps en temps, enfin quasiment à tout le monde, mais la réponse qu'on nous fait des fois, c'est pas forcément approprié parce qu'en fait, on veut pas forcément faire de remise pour pas dégrader la marque, etc. Ce qui est en effet une bonne remarque et qui est complètement légitime. Cependant, de ce qu'on avait pu échanger, c'est que tu disais, mais en fait, il y a quand même des alternatives pour ne pas dégrader la marque en proposant des coupons dans tous les sens ou des remises avec tu gagnes des points, etc. parce que c'est pas forcément approprié. Mais il y a quand même des solutions de pouvoir le faire. Est-ce que tu pourrais nous donner, en effet, quelques exemples de mise en place au travers de l'EI spécifiquement pour gérer justement un système de fidélité ou en tout cas l'outil Loyoli permettrait quand même de faire de la rétention client sans être basé en grande partie en tout cas sur de la remise, quoi. Ouais, clairement. Tout simplement, encore une fois, quand on est une marque premium voire luxe, l'objectif c'est de créer un sentiment d'exclusivité, d'offrir une expérience sur mesure, de bien personnaliser le parcours. Et donc ça fait totalement écho avec ce qu'on évoquait sur les biais un petit peu plus psychologiques des paliers VIP. Souvent, ce que les marques premium n'aiment pas, c'est avoir un système de points. Et donc, si tu as des paliers VIP, mais qui sont basés uniquement sur le montant dépensé, avec les bonnes récompenses, bien structurées, encore une fois, bien brandées, bien avec une bonne communication autour de ça, sur tous les touchpoints avec le client, là, ça va créer, encore une fois, ce sentiment d'exclusivité. Et donc, tu n'es pas obligé de mettre des récompenses type discount dans les paliers VIP. Tu peux offrir des produits, tu peux offrir des expériences, tu peux permettre de donner à des associations. Il y a plein de choses qui peuvent s'imaginer. Donc ça, c'est pour une marque premium, nous, ce qu'on voit en général, donc tu vois, on travaille par exemple avec Maison Labiche, qui est quand même assez premium, des marques comme Beau Domaine, qui est une marque qui a été cofondée par Brad Pitt. Je connais très bien. Et donc typiquement, ces clients-là, c'est des paliers VIP avec des seuils d'entrée 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros. Et donc, on est quand même sur une clientèle premium, mais il n'y a pas forcément, tu vois, de logique de points, etc. dans ces configurations-là. Et pour autant, ça marche extrêmement bien parce que les clients se sentent reconnus à leur juste valeur. Et qu'au fait, aujourd'hui, ça devient aussi une norme et un standard, en fait, d'avoir ce système de palier VIP. Donc les consommateurs, c'est un peu une attente finalement aussi de leur côté. Ouais, complètement. Maintenant, j'ai plusieurs petites questions spécifiques vraiment sur le programme de fidélité et je te demanderai de répondre assez rapidement parce que j'en ai pas mal. On va commencer par les UGC. La question qu'on peut se poser sur les UGC, parce que je sais que Loyoli notamment permet de récupérer des UGC des clients.
Et en même temps, les UGC, c'est quand même un truc. Bon, ça fait longtemps qu'on dit que c'est quand même quelque chose d'assez puissant en termes de conversion, etc. Mais là, c'est vrai que c'est encore plus poussé. On le voit avec les mini-vidéos comme peut le faire Join ou Live Me Up ou ce genre de prestat. Concrètement, comment ça se passe pour récupérer les UGC? Est-ce que c'est vraiment galère? Est-ce qu'il y a des problèmes de droit? Et est-ce que tu aurais, dans le meilleur des cas, des stats pour dire ok, mettre des UGC sur votre site va permettre de générer tant de retours? C'est une bonne question. Déjà en termes de performance, les UGC, donc ça je pense que Join pourra te répondre encore mieux que moi. J'ai pas forcément de benchmark là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que voilà, tu vois des clients, tout le monde regarde les avis, donc ça fait partie aussi de l'UGC. Mais oui, bien sûr. Si on considère l'UGC vraiment au sens photo, vidéo, etc., donc sans une solution dédiée, oui, c'est galère d'en récupérer, très galère même. Vous pouvez envoyer un mail à vos clients en leur disant envoyez-nous des photos. Si tout le monde t'en envoie, super, mais après, pour les centraliser, les gérer, tout, c'est quand même compliqué. Et une solution comme Loyoli, l'avantage, effectivement, c'est que ça se fait un petit peu en pilote automatique. Okay. Toi, tu crées ta mission, donc ok, fais une story, envoie-nous une vidéo. Si tu demandes de faire une story, l'utilisateur va renseigner son compte Instagram, on va vérifier que c'est lui. Et ensuite, dès qu'il fait une story, on va le voir et on va la remonter, l'enregistrer, récupérer le nombre de vues, récupérer le nombre d'abonnés de la personne qui l'a faite, le taux d'engagement, etc. Donc c'est cool, t'as quand même une espèce de... Enfin, le i permet quand même une mini certification quand même du fait que l'UGC est pas bullshit, quoi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est cool. Donc nous en fait, ce qu'on va vérifier, c'est que c'est le bon utilisateur, qu'il a mentionné la marque et qu'il a mis le hashtag qu'elle souhaitait qu'il indique. Donc ça, nous, on peut le faire automatiquement. Après, c'est la marque qui a un droit de regard, qui vérifie, qui valide ou pas le contenu en lui-même, et la personne gagne les points si c'est bon. Et ensuite, pour les vidéos, c'est encore plus simple, il suffit de l'uploader tout simplement. Et la marque peut choisir en fait si elle veut demander les droits ou pas, auquel cas il y a une mention légale qui s'applique, le consommateur doit cocher la case, et donc là, à ce moment-là, la marque peut vraiment réutiliser le contenu dans ses ads, un petit peu partout. Et franchement, les marques qui le font bien, il n'y en a pas énormément, mais quand c'est bien fait, c'est vraiment très puissant en termes de qualité de contenu. Faut mettre, avec Loyoli, tu peux mettre des exemples, tu peux mettre des indications, fais ci, fais ça, attention à la lumière, dis pas ci, dis pas ça. Bien sûr, ça reste authentique. Tu as des techniques comme par exemple, nous, ce qu'on recommande, c'est pour même les marques qui veulent le faire d'elles-mêmes, tu vois, sans forcément de solution, en fait, simplement demander à vos clients de répondre à une question qui peut être, par exemple, d'après toi, quels sont les deux bénéfices des gummies Épicure pour trouver le sommeil, tu vois. Et donc là, en fait, tu as plein de feedback de clients qui disent « moi, c'est ci, moi, c'est ça ». Et après, tu as du contenu que tu peux compiler, tu mets une petite musique derrière et ça part en ads. Ça, c'est cool. Hyper cool. Non, mais franchement, trop bien. Donc, faut prendre un peu de temps, d'après ce que je comprends quand même, pour bien le faire, etc. Mais tu as quand même les outils pour le faire assez simplement. Donc ça, c'est top. Un truc où on avait pas mal parlé aussi quand on s'était parlé en septembre, octobre pour l'événement Grosse, tu sais, qu'on avait fait ensemble. C'était un exemple que tu avais donné qui était assez cool. C'est sur le fait de rappeler les points sur le parcours client. Notamment dans la partie checkout. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi rapidement quel est l'impact du rappel de ces points-là, puisque quelqu'un qui va avoir des points, alors déjà des fois les gens sont inscrits des fois automatiquement au système de fidélité mais ne le savent pas forcément, enfin en tout cas quand ils se créent un compte. Donc ils savent pas forcément qu'ils ont des points, qu'ils ont des avantages, donc ça a sans doute un impact de répercuter ces stats là, mais vous aviez pu en effet un peu le mesurer, notamment dans la partie de checkout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de l'importance de repositionner les points de temps en temps sur le parcours client? Ouais, carrément. Déjà en préambule, je dirais que ce qui est pas mal aussi, c'est de les mettre sur les fiches produits. Donc ça te met un peu dans le mood tout de suite. Tu sais que tu vas gagner quelque chose si tu vas au bout de ta commande. Après, panier, checkout. Et donc là, dans le checkout, on te réindique, en fonction du total de ton panier, combien de points tu vas gagner si tu vas au bout de ta commande. Donc ça améliore la conversion forcément. Et ensuite, tu vas pouvoir aussi échanger tes points que tu as acquis soit de manière consciente en faisant des missions, etc., soit de manière inconsciente. Donc ça, c'est ça qui est cool parce que du coup, même ceux qui s'en foutent du programme de feed, en fait, ils ont quand même des points. Et du coup, ils peuvent les échanger au checkout directement. En direct, quoi. Sans être obligé de repasser par le programme de feed et de revenir, quoi. Exactement. Ça, c'est vraiment cool. Donc ça fait vraiment une grosse différence. Et puis après, si tu as acquis des bénéfices, des discounts ou autres par ailleurs, tu peux aussi les utiliser
directement au checkout. Donc en fait, comme tu le dis, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de s'éparpiller dans ses mails, son compte client et tout ça. Même si on n'a jamais vu la page de feed, on ne peut pas passer à côté. Donc amélioration de la conversion, forcément avec ça. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi la possibilité de connecter Loyoly notamment avec Typeform. On a l'impression que c'est une pub pour Loyoly maintenant, je suis en train de dire, mais pas du tout. C'est juste que c'est un point vraiment important et vous allez voir pourquoi je parle de ça. C'est que on peut connecter avec Typeform et ça a plusieurs avantages. Est-ce que tu peux nous dire des cas concrets d'utilisation de Typeform et Loyoly qui permettent de booster potentiellement le chiffre d'affaires? Ouais, carrément. Alors, il y a 2 cas de figure, je dirais. Il y a en avant-vente et puis en après-vente. Donc, en avant-vente, très souvent, si vous avez une marque de cosmétiques, vous avez probablement un diagnostic pour faire de la génération de leads qualifiés. Surtout que ça booste la conversion. Parce qu'en fait, nous, on l'avait mesuré avec certaines marques qu'on suit, que la conversion d'une personne qui passe par la partie diagnostic convertissait entre 4 et 10 fois plus qu'une personne qui n'est pas passée par la partie diagnostic. Donc c'est hyper important. C'est fou. Ouais. Donc c'est bien de les pousser en effet à le faire. Et d'ailleurs, on peut imaginer, tu vas peut-être me dire que c'est le cas d'ailleurs, mais imaginez qu'en début de diagnostic, tu dises en remplissant le diagnostic, vous allez avoir tant de points. Tu vois. Exactement. Donc voilà, effectivement. Comme tu le dis, si tu es sur le site de la marque, quand même, tu t'intéresses à ce qu'elle propose. Donc là, on te propose de, premièrement, avoir un diagnostic pour mieux comprendre quel produit est le plus adapté pour toi. Et en plus de ça, si tu le complètes, tu vas aussi avoir des points de fidélité. Donc si tu trouves ton bonheur en remplissant le diagnostic, tu auras en plus une incentive pour passer une commande. Donc ça permet d'avoir beaucoup plus de réponses et une meilleure conversion sur le diagnostic en ligne, donc en avant-vente. Et puis après, l'autre gros use case qui est hyper intéressant aussi, c'est pour sonder ses clients. Tu vois, je sais pas, tu veux revoir un petit peu ta stratégie créative. Tu vas demander à tes clients, OK, quand vous nous avez acheté, quels sont les plus gros problèmes que vous avez pensé résoudre, voilà, des questions comme ça. Et forcément, si tu proposes à tes clients qui jouent le jeu de gagner des points de feed et donc des discounts ou autres en l'échange de leur contribution, nécessairement, il y a beaucoup plus de personnes qui vont compléter le form. Donc ça, c'est très puissant aussi. Ouais, il y a un autre exemple qui peut être intéressant. Je sais pas si c'est vos clients, mais Asphalt, typiquement, ils te demandent souvent d'aller remplir. Je sais pas si t'achètes chez Asphalt, moi je suis un peu client. Et ils te demandent de remplir des questionnaires pour dire voilà, on veut sortir un nouveau pull dans 6 mois. Quels sont les problèmes que vous avez sur vos pulls, tu vois, j'en sais rien. Donc ça, c'est assez cool aussi, tu vois. On peut imaginer des choses comme ça. C'est clair. Très cool aussi. Ça, c'est une question qui va être un peu difficile, mais c'est intéressant qu'on en parle parce que, en effet, tu l'as dit en tout début d'interview, c'est que évidemment, Loyoly est hyper intéressant pour la partie e-commerce pure, mais aussi pour le commerce tout court. Donc, c'est-à-dire des marques qui ont à la fois un e-commerce et en retail, et d'ailleurs que retail, peut-être aussi tout court. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant qu'agent Shopify, c'est la compatibilité entre les deux. Est-ce que tu saurais mesurer l'impact du prolongement de ton système de fidélité en ligne et en magasin vs ne l'avoir qu'en ligne ou ne l'avoir qu'en magasin? C'est une bonne question. Aujourd'hui, j'ai pas de stats qui permettent de l'affirmer. C'est vrai que la boîte est pas non plus super âgée, donc pour être honnête, j'ai pas la réponse à cette question. Après, de manière plus intuitive et pragmatique, tous nos clients qui ont un système comme Shopify POS qui est connecté au programme de feed, les résultats sont franchement, je dirais 50 à 200% meilleurs que les autres clients. Ça, c'est une stat, par exemple, tu vois. C'est pas mal. C'est mieux que rien. non, mais c'est bien en effet de se dire que... Alors, ça veut pas forcément dire qu'il y a une corrélation, mais en tout cas, quand tu fais juste la segmentation de tes clients, tu vois que ceux qui sont en retail plus en magasin ont des meilleurs résultats, quoi. C'est clair. Mais ça peut être expliqué évidemment aussi par le fait que tu as une présence naturellement. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ça a sans doute un effet bénéfique et que de toute façon, c'est pas négatif dans tous les cas, donc ça peut être que bénéfique, donc ça, c'est cool. On arrive à la question fatidique de la rentabilité de ton programme de fidélité. Est-ce que, alors, installer son programme de fidélité, c'est un coût. Peut-être que ça va demander aux équipes de passer un peu de temps dessus, donc c'est aussi peut-être un coût humain, etc. Qu'est-ce que tu réponds à cette question quand on te la pose, en essayant d'être le moins commercial possible? Donc la question étant,
quel est l'impact sur la rentabilité? Oui, en gros, qu'est-ce que tu peux attendre comme retour sur investissement Je sais que par exemple sur votre site que j'ai été voir pour préparer cette interview, c'est marqué je crois x20. Est-ce que c'est un truc, c'est une moyenne ou c'est quelque chose qu'on peut atteindre? C'est ça, c'est plutôt une moyenne basse à vrai dire. La majorité de nos clients, ils sont sur des ROI qui sont autour de 50 à 100. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant d'avoir ça en tête. Et comment alors c'était ça la vraie question en fait, je suis en train de revoir ma question. C'était comment calculer pour une marque sa rentabilité justement avec ce programme de fidélité? Donc il y a plusieurs variables, on va dire, plusieurs façons de voir les choses aussi. Tu vois par exemple, si tu prends donc, le coût de la solution par rapport au chiffre d'affaires généré, donc on va dire le gross ROI, tu vois, donc le profit un peu brut, enfin retour sur investissement un peu brut. Là, du coup, effectivement, on est sur des x50, x100. Ok. Maintenant, une fois que tu enlèves le coût de tes récompenses et que tu prends en compte ta marge, donc plutôt d'un point de vue vraiment profit, donc là, voilà, pour ceux il y en a plein qui vont se dire, ouais, mais il parle du chiffre d'affaires et tout ça. Ok, donc du coup, ça permet de mettre les choses claires. Donc du coup, t'es transparent. Bah ouais, carrément, c'est important en tant que fondateur, c'est forcément une question qu'on va se poser. Donc par rapport à ça, franchement, tu vas être sur du x20, x30, x40, tu vois. Il n'y a pas une énorme différence en réalité, parce que le coût des récompenses est quand même super bien amorti. Et par rapport à ce que ça génère en termes de CA, franchement, le coût est pas si énorme, en tout cas d'un point de vue financier. Maintenant, d'un point de vue humain, si on essaye de faire son propre programme par soi-même, etc., on peut faire un truc simple et basique, qui n'est pas très compliqué. Nous, on a des recos, évidemment, sur la plateforme. Même quand tu t'onboard, tu t'indiques quelques facteurs et puis on va te proposer déjà une structuration du programme. Mais après, c'est quand même bien de se faire accompagner par notre équipe. Et là, du coup, c'est nous qui allons vraiment driver le projet. Et donc là, voilà, tu n'as pas trop de charge mentale en tant qu'e-commerçant. Tu nous envoies un export de tes données. Nous, on te fait des recommandations stratégiques. On co-construit ensemble les paliers VIP, le programme en tant que tel. Et après, pour l'implémentation, en réalité, c'est quelques boutons pour se connecter à Shopify et à tes autres outils. Et puis ensuite, c'est parti, quoi. Okay. Donc, en gros, il faut compter entre une semaine et un mois en fonction de la taille du projet pour implémenter le programme. Ok, très cool. Là, on va faire un focus sur la rétention avec des exemples concrets. Il y a certains exemples dont on avait discuté en octobre lors de l'événement Grosse, mais qui n'a pas été enregistré. Donc, j'en profite pour reprendre aussi ça parce que j'avais trouvé hyper intéressant ce que tu avais raconté. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu redises exactement la même chose, mais je t'avais demandé notamment quelle était, selon toi, la meilleure marque que vous avez dans votre portefeuille qui a la meilleure rétention client. À l'époque, tu avais répondu Label Book. Est-ce que c'est toujours le cas? Tu as un autre exemple à nous donner? Est-ce que tu peux dire pourquoi, selon toi, ils ont une bonne rétention? Alors évidemment, ça passe par le système de fidélité, j'imagine, mais j'imagine qu'ils cochent plein d'autres cases et comment tu peux nous donner un peu le listing de ce que... soit Label Book, soit une autre marque. Peut-être entre-temps, tu as d'autres exemples à nous donner. Ouais, je peux parler un petit peu de Label Book. Enfin, pour moi, pourquoi ça restera toujours le number one en termes de rétention? En fait, c'est... au-delà des aspects business model, type de produit, etc., c'est du consommable, voilà, ça coche toutes les cases. En fait, c'est leur communauté qui est extrêmement forte. Et donc, par nature, les clients qui sont dans cette communauté-là sont au courant des news, s'engagent avec les contenus et donc sont forcément fidèles, on va dire, par nature, ne serait-ce que pour l'affect qu'ils ont envers la marque. Donc ça, c'est l'exemple Label Boucle. Et après, pour parler d'un autre exemple, toujours sur une marque qui est assez communautaire, tu vois, je pense à Almé, qu'on accompagne depuis 6 mois maintenant, je pense. Et en fait, donc eux, voilà, c'est des vêtements plutôt pour voilà, des tailles un peu plus élevées que d'habitude, enfin que la moyenne en tout cas. Et du coup, voilà, c'est affinitaire. Donc par nature, si tu rentres sur ce site, que tu achètes des produits, voilà, tu sens que c'est pour toi, c'est rien que pour toi. Et donc forcément, tu vas pas forcément aller considérer d'autres options. Et donc par nature également Almé, c'est une marque qui est très très forte sur la partie rétention, donc ça se voit forcément sur les résultats du programme de fidélité. Mais ouais, c'est deux exemples de marques assez différentes. Et t'es pas forcément spécialiste du sujet, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis quand même là-dessus. Une marque comme Label Book qui est
au départ, au travers de sa fondatrice notamment, Ouais. s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, a créé sa marque, et aujourd'hui ça cartonne, etc. Et c'est très très bien. Comment selon toi ces marques-là, et notamment leur fondateur et spécifiquement la fondatrice peut-être de Label Book, arrivent à garder quand même une communauté, on va dire, qui se sent impliquée et valorisée par cette marque-là, quand bien même mathématiquement tu deviens une personne parmi de plus en plus de personnes et du coup peut-être moins considérée. Est-ce que tu vois une stratégie chez eux qui font qu'ils arrivent à conserver ça au max? Déjà, un point important, c'est que Lauryn, aujourd'hui, reste encore quand même majoritairement le porte-étendard de la marque. Elle se filme encore beaucoup, etc. Elle se filme encore beaucoup. Dès qu'elle fait des stories, ça marche extrêmement bien. Donc forcément, il y a cette historique, on va dire, où tu t'attaches à une personne plus qu'à une marque, mais du coup, les deux sont un petit peu entremêlés. Donc forcément, tu vas avoir beaucoup d'affect, etc. Donc ça, c'est un premier point. Ouais. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'elle ouvre aussi des salons de plus en plus. Donc tu revois la marque et tu peux être aussi te dire moi j'étais là au début. Voilà, et exactement. Tu vois, ça peut aussi te rendre un peu fier. Ouais, c'est clair. Très cool. On avait parlé aussi d'une astuce sur ton expertise. Il y avait l'astuce que tu nous avais donnée quand on s'était vu en octobre était assez très claire et assez cool. C'était les opérations point doublé. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste et l'impact que ça peut avoir aussi? Ouais, carrément. Donc en fait, il faut vraiment capitaliser sur les temps forts de l'année. Ça tombe bien, maintenant, dans la société dans laquelle on vit, on en a quand même beaucoup. Ouais. La Saint-Valentin, la fête des pères, des mères, de tout, tout ce que tu veux. Donc il y a plein d'occasions. Après, voilà, il faut les choisir avec parcimonie quand même. Mais il faut vraiment capitaliser sur les temps forts, les actualités. Et donc, dans ce cadre-là, les opérations de points doublés, comme par exemple lors du Black Friday ou d'autres événements commerciaux, ça, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Après, ça peut être simplement pour un nouveau produit qu'on lance. Ok, on lance le produit. Voilà, en fait, tu as point doublé là-dessus. Dès que tu fais un avis sur ce produit, pareil, tes points, ils sont doublés. En fait, tu vas vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour favoriser des lancements de produits ou des opérations commerciales tout au long de l'année. Et il y avait d'autres exemples que tu donnais qui étaient cool. C'était un mail avant une récompense qui serait inutilisée, tu vois. Ouais. Parce que ça, c'est aussi intéressant, et tu peux peut-être en parler aussi, c'est de limiter dans le temps des fois des récompenses pour pas que tu cumules des trucs et qu'un jour, boum, t'es un panier à moins 70%. Alors, tu peux mettre des limitations, j'imagine, évidemment, mais voilà, t'as des petites astuces comme ça de l'email 24 heures avant l'expiration de certains points qui est cool, quoi. L'expiration des points, c'est vraiment hyper important. Je parlais tout à l'heure en plaisantant de la partie provision sur charge, etc. Mais c'est pas forcément une blague. Quand tu fais 15-20 millions de CA, si tu as des centaines de milliers de clients qui ont des points parce que les points n'expirent pas, en fait, si tout le monde se réveille demain et les utilise... Toi, tu conseilles systématiquement de mettre une expiration des points? C'est indispensable. Ok, ça c'est cool. C'est indispensable. Il faut absolument que les points expirent. Déjà pour des problèmes de risque en fait financier pour l'entreprise, mais si voilà, ça reste quand même moindre, mais bon, faut quand même se préparer au pire. Si tout le monde demain utilise ces points, voilà, forcément tu vas avoir des petites surprises d'un point de vue promotion et marge. Attends, c'était quoi déjà la question? C'était les points, enfin les mails que tu peux envoyer 2 jours avant l'expiration des points inutilisés et tout. Et donc du coup, voilà, quand les points expirent, l'autre avantage, au-delà de limiter le risque, c'est effectivement que tu vas favoriser leur utilisation. Et donc ça marche super bien. Donc tes points vont expirer, attention, tu as 24 heures pour les utiliser. Donc si tu as pas mal de points, franchement, tu as quand même des bonnes chances de le faire. Et après, pareil, pour les récompenses de manière générale, que ce soit les récompenses que tu as gagnées lors d'un parrainage d'un proche ou quand tu as échangé tes points contre n'importe quelle récompense, là aussi, il faut rappeler l'utilisateur, attention, tu ne l'as pas encore utilisé, la date d'expiration du code que tu as débloqué, c'est à telle date. Donc ça marche forcément très très bien. La question que j'avais après, c'était sur quelle est pour toi la plus grosse erreur de rétention? Et si tu t'en souviens pas, je me souviens de ce que tu avais dit en octobre. La plus grosse erreur de rétention, non, je m'en souviens pas. Je me souviens pas de ce que j'avais raconté. Tu avais parlé et je trouve que c'était
c'était cool aussi parce que ça me semble assez lié aussi, c'est sur le manque d'outils de communication sur le SAV, vous pouvez retourner facilement vos produits ou ce genre de choses qui ont des impacts assez forts. Et je crois que vous avez sorti une étude d'ailleurs récemment qui évoquait ce type de statistiques en disant c'est le 3e facteur pouvant rompre la fidélité, c'est le fait de ne pas avoir de service SAV réactif, de pouvoir retourner ses produits. Alors je sais plus dans quel ordre c'est, donc je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas c'était hautement placé le fait de pouvoir facilement avoir du SAV, quoi. C'est clair. C'est clair que le SAV, on est tous pareils, il n'y a rien de plus frustrant que pas avoir de réponse à ces questions. Et typiquement, ça me fait penser à un désavantage qui peut être intéressant dans le cadre des paliers VIP, c'est justement le support prioritaire. Pour vos top clients, vous n'avez pas envie que vos top clients partent. Un des facteurs qui fait que les gens partent, c'est le support. Donc offrez-leur le support prioritaire pour justement encore plus faciliter leur satisfaction et donc leur rétention. Ouais, très cool, très bon conseil aussi. Ça, on en a déjà parlé. Après, j'aurais aimé qu'on donne quelques statistiques sur en effet la fidélité. Et ça, je sais aussi que vous en avez récemment parlé et fait des études là-dessus. Notamment sur le fait qu'avec un manque de mise en place de systèmes de fidélité, alors ça peut passer par des systèmes de fidélité comme Loyoli, ou en tout cas un manque de reconnaissance, c'est-à-dire que même si tu n'as pas de système de fidélité en place, c'est quand même envoyer un mail de temps en temps pour dire merci ou j'en sais rien, bref. Est-ce que tu peux nous parler justement du risque, sans vouloir être alarmiste, du fait de considérer que tes clients t'appartiennent sans prendre forcément soin d'eux et de les récompenser? Est-ce que tu peux repréciser la question? Est-ce que, selon toi, est-ce que tu peux nous donner l'impact que ça a de négliger cette partie-là, selon toi? Est-ce que peut-être que tu as des marques, par exemple, que toi, en tant que Loyoli entreprise, que tu as été voir en disant ce serait important que vous fassiez, ils t'ont dit non, ça ne nous intéresse pas, etc. Et qui en fait sont revenus plus tard vers toi en disant non, en fait, on se rend compte qu'on perd des clients parce qu'on ne les récompense pas assez. Il y a de plus en plus de concurrence. Il y a un exemple qui me vient en tête, ça peut être par exemple les compléments alimentaires. Il y a de plus en plus de concurrence là-dessus. Ça me paraît assez indispensable aujourd'hui en tant que marque de compléments alimentaires, encore plus si tu te lances, d'avoir un système de fidélité qui permette de récompenser ça. Et là en plus ça rentre dans la catégorie que tu avais évoquée de récurrence de produits et tout, etc. Tu vois, donc, est-ce que tu as des exemples comme ça de marques qui négligent ça et qui au final se rendent compte que ça a un impact pour pouvoir voir un peu cette différence? Ouais, il y en a pas mal franchement avec qui on a eu des discussions dans le passé et qui voulaient soit tester des trucs en interne, soit le faire avec leur outil qui envoie des emails, des choses comme ça, et ou qui tout simplement étaient des marques, tu vois, un petit peu plus premium. On n'aime pas trop les discounts, les points et tout ça. Donc pas mal de freins à l'époque et qui au final sont revenus nous voir en mode aujourd'hui c'est un standard, on a quand même beaucoup de concurrents et on remarque qu'on a des taux de clients récurrents qu'il faut qu'on améliore. Donc en fait on n'a pas le choix de mettre un système de feed. Après il faut bien le faire, mais quand c'est bien fait ça marche pour beaucoup de marques en réalité. Et donc effectivement le chiffre que nous on a là-dessus, c'est qu'il y a à peu près donc 27% des consommateurs qui sont prêts à rompre leur relation avec la marque s'ils estiment que leur fidélité n'est pas assez récompensée. Donc si vous ne montrez pas, c'est pas très compliqué, si vous ne montrez pas de reconnaissance à vos clients, que vous ne les valorisez pas, il faut se rappeler quand même qu'en France, le pouvoir d'achat, c'est plus que c'était, en tout cas de ma compréhension. En tout cas, c'est pas la folie non plus. Donc voilà, les gens sont sensibles quand même à ces notions-là. Donc si vous valorisez pas suffisamment leur engagement, eux vont s'en souvenir en tout cas. Encore plus sur, je pense, tu vas me dire si je dis des bêtises, mais sur des produits peut-être à valeur ajoutée un peu plus importante. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément des paniers moyens à 500 €, mais je veux dire, ne serait-ce qu'une dépense moyenne, on va dire, de 50 €, c'est quand même pas rien, tu vois, d'aller dépenser 50 € en ligne, je trouve. Je pense que c'est encore plus important là-dessus, parce que si jamais tu déçois ton client, j'ai l'impression qu'il peut plus facilement partir. Si tu as des produits qui sont qui sont en dessous du marché, c'est-à-dire que tu es déjà meilleur en prix, ça aura peut-être un peu moins d'impact, parce que même si tu n'es pas forcément hyper soigneux avec tes clients, peut-être qu'on se dit bon, c'est pas le big love, mais ils sont quand même moins chers que les autres, donc je vais rester sur le prix, tu vois. Donc sur des marques qui se veulent valoriser leurs produits et qui ont, je pense, un panier moyen, encore une fois, pas forcément élevé, mais qui demandent une dépense qui force à réfléchir quand même un petit peu, tu vois. Et ben je pense que ça me paraît quand même en effet indispensable.
Écoute, merci beaucoup pour toute cette partie là sur la partie fidélité et rétention, c'était très cool. On va partir plutôt sur la partie un peu plus entrepreneuriale pour parler un peu de Loyoli. T'as déjà pas mal expliqué le nom, la genèse et tout du projet, donc ça c'est cool. Moi j'ai une question très précise et plus ça va, plus je pose cette question dans les podcasts. Pourquoi avoir changé le nom de Wink à Loyoli, et est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur le succès de la boîte? Alors, pourquoi avoir changé le nom Loyalty, ça s'apparente plus à ce qu'on fait aujourd'hui. Wink, pour être honnête, c'est un nom qu'on avait trouvé, je sais même pas comment, lors d'un brainstorming très intense dans notre appart avec Thomas. Voilà, on était passé assez vite là-dessus, mais voilà, au bout d'un moment, c'est bien quand même d'avoir un nom qui reflète un peu plus ce qu'on fait. Et globalement, oui, ça a eu un gros impact, je pense, parce que c'était perçu comme quelque chose de nouveau, en fait. Alors qu'on avait un an, entre guillemets, où on avait beaucoup potassé le sujet, on avait beaucoup itéré. Et là, voilà, on a décidé de prendre une vraie direction. Donc, rebranding qui a du sens. En plus, on n'en pouvait plus du nom Wink. C'était pas très pratique à écrire et tout ça. Parce qu'il y avait deux i pour que... Voilà, c'est ça. Donc, le nom de domaine, c'était wewink.com, W-E-W-I-I-N-K. C'était un enfer, bref. Donc là, le Loyoli, voilà, ça a mis un petit peu tout le monde d'accord et ça permet de repartir d'une bonne base. Mais pas de zéro non plus, donc ça c'était cool. Ouais, carrément. Autre point, moi, enfin je l'ai dit, ça fait un petit moment qu'on se connaît, donc je vous ai connu aussi à l'époque de Wink, j'avais été te voir en effet à Station F, etc. Moi je me souviens à l'époque quand on s'était vu, je t'avais dit modestement, je pense que d'autres personnes t'avaient dit, mais je t'ai dit il manque des trucs pour mieux venir décrocher du contrat sur Shopify. C'était, tu vois, le parrainage, la compatibilité avec Klaviyo, tu vois, qui sont des choses hyper importantes. C'est clair. Est-ce que, c'est ma perception extérieure très, très subjective, mais est-ce que vous avez un moment de bascule chez Loyoli, vous sentez que vous avez une traction, et est-ce que tu saurais identifier ce qui fait que vous avez une traction? Ouais, franchement c'est le focus sur un type de client avec un canal d'acquisition, et ça faut vraiment, voilà, c'est maintenant quelque chose qu'on entend de plus en plus. Tu vois, par exemple des mecs comme Alex Hormozy, voilà, ils vont te dire la même chose, mais nous en fait on l'a fait un petit peu inconsciemment. On a décidé de se focus déjà sur du Shopify, sur un segment de marque en particulier qui sont dans tel domaine, et ensuite on a choisi un canal d'acquisition très simple qui est, on va dire, le sales un peu à l'ancienne. Donc voilà, désolé pour tous ceux qui ont reçu beaucoup d'emails de ma part pendant un certain nombre de mois de manière totalement brutale. Je m'en excuse, mais ça nous a permis quand même de vraiment aller à fond sur un segment, de rester focus, d'avoir du coup des cas d'usage, et ensuite de commencer un peu à capitaliser démos, sur ces cas d'usage, diversifier un petit peu les canaux en marketing, etc. Et ouais, c'est vraiment à partir de ce moment-là où tout a changé. Et côté produit, effectivement, de la même manière, aligné avec cette approche un peu commerciale et marketing, de la même manière, être focus sur une typologie de clients, et donc les écouter pour développer les bonnes intégrations, les bonnes fonctionnalités. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Très cool. On va finir avec des questions plus générales sur ton ressenti, ton expérience. Est-ce qu'il y a un moment dans Loyoli, dans toute cette aventure Loyoli, que tu retiens comme étant le meilleur moment de cette aventure? C'est une bonne question. Franchement, on a eu beaucoup de beaux moments. Donc ça va être pas facile de choisir le meilleur moment. Dans les podcasts que je fais depuis longtemps maintenant, même avant Moon, c'est toujours la question sur laquelle les gens mettent le plus de temps à répondre. Ouais. Là, tu te refais le film depuis 2 ans, 3 ans. Exactement. Écoute, pour être honnête, il y a eu beaucoup de super moments. Voilà, je pense, tu vois, aux premières recrues, aux premiers gros contrats signés, à l'atteinte de certaines métriques, tu vois, que ce soit sur notre LTV, notre CAC, notre croissance, etc. Donc ça, c'est franchement des bons moments. Pourquoi je m'en souviens? Parce que tout simplement, au début, tu as quand même du mal à dormir, et du coup, quand tu commences à être capable d'être moins stressé, voilà, tu te réveilles pas tous les matins en te disant merde, est-ce que on va devoir mettre la clé sous la porte? Voilà, je t'avoue que passer cette étape-là, franchement, c'était vraiment sympa. Et est-ce que tu te souviens peut-être du moment justement où tu t'es dit, bon là, justement, il y a un soir où tu t'es couché, tu t'es dit bon, ça va le faire?
Ouais. Bah, quand tu passes 1 million d'ARR, là déjà t'es plus serein. Ouais. Donc ça c'est cool. Et puis après voilà, tu vois, il y a d'autres bons moments. Là c'est plus perso, mais quand t'as fini de bosser sur un BP et que franchement tout tient bien, ça te paraît cohérent, etc. Et tu sens que t'as fait un progrès par rapport à ton précédent BP où t'es beaucoup plus au clair sur ta façon de prévoir les choses, tes pourcentages de contribution par canal à ton MRR et tout ça. Tu gagnes quand tu as cette sensation de gagner en clarté en fait sur ta vision des choses, bah tu t'es beaucoup plus rassuré. Donc ça c'est un bon moment mais très perso, et un des meilleurs moments qu'on est en train de vivre du coup en ce moment, pas plus tard que la semaine dernière, c'est le fait d'être dans le podcast aujourd'hui. C'est exactement ça, exactement. Le passage dans le podcast de Moon Moon, c'est vraiment un moment de vie incroyable. Mais au-delà de ça, le développement sur des nouveaux marchés. Donc tu vois, rencontrer des partenaires. Là, on lance le UK en ce moment. Donc tu vois, recruter les premières personnes au UK, avoir des premiers touchpoints avec des marchands qui sont hyper réceptifs, encore plus qu'en France. Ça c'est cool aussi. Ah, ça motive. Ouais. Trop cool. Et du coup, la deuxième question qui est antagoniste à celle-ci, c'est quoi le pire moment dans la vie de Loyoli, selon toi? Bah, le pire moment, c'était, je m'en souviendrai, je pense assez longtemps. C'est justement au moment où on était en train de pivoter en fait de Wink à Loyoli. En fait, on était en pleine levée de fonds à ce moment-là. Donc, c'était pas évident de gérer ces changements qu'on était en train de faire. En même temps, essayer quand même de garder un peu de croissance pour aller au bout de la levée. Mais en même temps, tu vois, des désistements de business angel et tout. Ça, c'était un moment qui était pas très drôle. Donc, tu vois, on a fini la levée. Franchement, je devrais même pas dire ça, tu vois, mais on est entre nous, donc je m'en fous. Mais on a fini la levée. Il nous restait 500 balles sur le compte de la boîte. Et on n'avait pas payé les salaires, tu vois. Et on était en train de recevoir les fonds à ce moment-là. Donc là, les nuits étaient un petit peu courtes à cette époque. Ouais. Mais c'est passé. Donc, petite goutte de transpiration. Petite goutte de sueur, ouais. Bah écoute, très cool, c'est une super anecdote que je ne connaissais pas, mais très cool. Quels sont les 3 éléments principaux de votre succès selon toi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, là c'est plus d'un point de vue entrepreneurial, pas du produit Loyoli, mais toi, qu'est-ce qui fait selon toi que vous avez bien fonctionné, tu vois? Voilà, déjà merci. J'ai l'impression. Voilà, de ce qu'on est en train de se dire, c'est que ça a l'air d'aller, quoi. Non, franchement, c'est cool. Ou alors vous êtes des très bons acteurs. Ouais. Non, on vit un super moment et franchement, c'est pas compliqué. Hein. Ce qui fait notre réussite aujourd'hui, c'est l'équipe qu'on a la chance d'avoir. Que ce soit vraiment sur tous les pôles. Dans toute la team, on a vraiment des super personnes, tant sur le plan humain que professionnel. Donc ça, évidemment, il n'y a pas de secret, hein. C'est ça qui fait toute la différence. Et après, tu vois, un petit peu dans les autres choses qui peuvent intéresser, tu vois, d'autres entrepreneurs qui écoutent, dans le livre Traction, qui est quand même un des premiers livres que tu lis quand tu veux lancer une start-up en général, surtout dans le SaaS, ils disent en fait un truc assez simple, c'est que tu dois passer 50% de ton temps sur le produit, 50% de ton temps sur la vente. Okay. Et en fait, nous, ça s'est fait un peu naturellement. Parce que du coup, moi, je suis plus sur la partie business et Thomas plus sur la partie produit. Et Thierry, bien évidemment, sur la tech et la strat avec nous, hein, tout ça. Et en fait, comme on avait bien séparé les deux trucs et que tu en avais un de chaque côté globalement, en fait, ça matchait bien. Et du coup, pareil, les dépenses, essayer aussi que ça soit cohérent, d'investir autant dans le commercial que dans le produit, parce que les deux vont se nourrir. En fait, tu vas parler à des prospects qui ont besoin de features pour que tu puisses avancer avec eux. Du coup, ça alimente tes réflexions sur le produit. Ouais. Après, tu as les clients existants qui font aussi d'autres demandes. Donc, tu te concentres aussi dans la réflexion produit sur des choses pour garder tes clients et les rendre plus heureux, et des choses pour acquérir des nouveaux clients. Donc, ce prisme-là, cette vision-là a vraiment permis d'avancer step by step dans la bonne direction. Ouais, c'est bien. Tu vois, j'ai pas lu le bouquin, comme ça au moins 50-50, c'est bon. Voilà, pas besoin de le lire, du coup c'est bon. Est-ce que t'as un outil en ce moment que tu utilises vachement, un truc un peu nouveau et que tu utilises beaucoup en ce moment? Ça peut être ChatGPT, je sais pas quoi, mais est-ce qu'il y a un truc vraiment Franchement, je vais faire rêver personne en disant ça, et c'est pas du tout un outil nouveau, mais voilà, les outils que j'utilise le plus, moi personnellement, c'est HubSpot et Penny Lane.
Ok. Non, mais c'est bien. Et voilà, c'est des outils sur lesquels je passe le plus de temps. Et franchement, c'est assez cool quand même ce qu'on peut faire avec ces outils. Maxime de Enercool qu'on a enregistré il y a 2 jours nous a parlé de Pipedrive, tu vois. Donc c'est pareil, les gens le connaissent bien. Mais lui, il dit j'y suis de moins en moins, mais cet outil est ouf et je kiffe. Est-ce qu'il y a, alors attention, ça c'est méta, hein. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné il y a des années et que tu suis encore? Alors ouais, carrément. Et tu vois, c'est très facile. Le conseil qu'on m'a donné, c'est de pas forcément écouter les conseils des autres. Et du coup, c'est un des seuls conseils. Non, je rigole. Non, franchement, ça, c'était quand même assez intéressant, tu vois. Surtout au début, en fait, tu commences, dès que quelqu'un te dit un truc, t'es ah ouais, t'as raison. Après, le lendemain, quelqu'un te dit un truc différent, donc tu vas dans une autre direction. Et en fait, un petit peu en avançant, du coup, tu t'apprends à écouter l'expérience de quelqu'un, comprendre que ouais, c'est pour son contexte à lui, oui. mais que c'est quand même important de savoir ça, tu vois. Et du coup, tu arrives mieux à faire la part des choses au fil de l'eau. Donc voilà, ça serait, moi je pense, un des conseils qui m'a quand même pas mal aidé. Voilà, écoute ce que les autres te disent, mais oublie pas de garder ton propre esprit. Je crois qu'un autre... Alors, je suis très très nul en citation, donc je ne sais plus qui a dit ça, mais je suis quasi certain qu'un entrepreneur assez connu qui a justement sorti cette phrase de dire « Écoute tous les conseils, mais n'en applique aucun. » Ah ouais. Tu vois, juste pour dire ok, tu les assimiles, mais bon, tu les suis pas, quoi. Mais après, voilà, pour modérer mon propos, je dirais quand même que certaines personnes m'ont donné des conseils que j'ai appliqués à la lettre et qui se sont avérés fonctionner à merveille. Oui, il y en a quand même de temps en temps qui doivent fonctionner. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que tu ferais différemment dans cette aventure Loyoli, si tu devais refaire certaines choses? Ouais, si je devais refaire après, donc maintenant avec le recul, forcément c'est plus facile. Mais je pense que tu vois, j'investirais de manière beaucoup plus agressive en fait dans certaines choses. Au début, quand tu commences, t'as peur, donc c'est bien. Hein. Je vaut mieux être dans cette team là, tu vois. Mais au début, tu commences, voilà, et puis surtout quand on est passé par des moments où t'as peur vraiment que la boîte s'arrête, que t'as plus de cash et tout. C'est ce que je veux dire, t'as bien fait parce qu'il te restait 500 € à un moment donné. Donc c'est ça, tu vois. Donc ça crée quand même des traumatismes. Donc du coup, t'apprends à bien gérer cette partie-là et te faire aussi aider là-dessus. Et attends, c'était quoi la question déjà? Désolé, je commençais à perdre la boule. T'inquiète. C'était ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment. Ouais. C'est quelque chose. Et donc voilà, aujourd'hui, tu vois, forcément au début on était en train de tester, donc on était assez prudent sur un peu tout, en train d'essayer d'économiser, tu vois, le cash qu'on venait d'acquérir. Et du coup, maintenant, je ferais quand même les choses de manière très différente parce qu'on sait ce qui fonctionne ou pas, donc forcément c'est plus facile. Mais tu ferais quoi? Tu irais investir dans quoi, par exemple, si tu devais par exemple, j'irais recruter, tu vois, assez vite quand même, tu vois, j'investirais plus dans plus de recrutement, plus d'ads, plus de tout, tu vois, pour aller plus vite aussi, plus de personnes sur le produit et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, pour rentrer dans le détail, les ads en tant qu'entreprise, donc vous faites du B2B comme nous, ouais. Ça fonctionne bien pour vous? C'est-à-dire que vous faites des ads, etc. Alors les Google Ads, ouais. LinkedIn Ads, c'est pas mal aussi. Meta, pas ouf. Mais c'est normal aussi, c'est pas forcément le but avec du méta, c'est plutôt de la noto, quoi. De la noto, donc faut pas s'attendre à du ROI direct, mais voilà, nous on aime pas trop ça quand même, on aime bien comprendre quand même, tu vois. Si un retour sur investissement rapide. Ça vient, ouais, c'est ça. Ah, bah, ok, très cool. On a bientôt fini, enfin on a fini dans 5 minutes, même pas. J'ai 2 dernières questions. La première, c'est dans l'écosystème e-commerce, évidemment, puisque c'est le but du podcast quand même. Est-ce que tu aurais une personne que tu me conseillerais d'inviter? Ouais. Franchement, moi, un des entrepreneurs du coup pour lequel de qui j'ai beaucoup écouté les conseils, enfin il y en a plein, mais tu vois, une personne à qui je pense tout de suite, c'est Tim de Big Blue, qui est quand même un super parcours, qui est très très fort et qui est un gars super aussi. Donc je te conseille de l'inviter. C'est un de nos mentors et franchement, sans lui, je pense qu'on n'en serait pas là. Donc lui, tu devrais définitivement l'inviter. Trop cool. Et après, il y a Julien Chevalier aussi, que tu connais, je pense aussi, un Nantais qui a monté une super boîte aussi, Tister, et là qui vient d'en lancer une nouvelle Spirale, qui est aussi excellent. Donc lui, je te conseille aussi de l'inviter. Ça marche, et ben ça sera fait. Et dernière question, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient te suivre Loyoli, où est-ce qu'on les envoie?
Eh ben, tu peux les envoyer à 2 endroits. Donc, premièrement, ma boîte email, donc c'est joseph@loyally.io. Et deuxième endroit, c'est LinkedIn, où on publie pas mal de contenu, moi, mais aussi toute la team, sur la page, sur Loyally Talks aussi. Il y a des épisodes, je pense, assez cool, notamment celui avec Moon Moon, qui est un des meilleurs, forcément. Ouais, les gens qui suivent ce podcast m'écoutent déjà toutes les 2 semaines, donc peut-être que... Donc ouais, voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça, et avec plaisir pour parler de vos enjeux autour de rétention et e-commerce, entrepreneuriat en général à dispo. Ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup Joseph. Merci à toi. Salut. Salut Simon.